Bonsoir, bienvenue ici à Gruissant où vient de s'achever la première étape de la route d'Occitanie 2023. Sachez d'ores et déjà que c'est Marijn van den Berg, le néerlandais, qui l'a emporté juste devant l'italien Viviani. Le départ était donné de Narbonne ce matin pour 184 km 300. On reviendra bien évidemment sur les moments forts du jour avec Laurent Jalabert et Benoît Durand en deuxième partie d'émission. Je rejoins à présent mes invités. Didier Codorniou, bonsoir. Bonsoir. Maire de Gruissant, vous êtes aussi, on le sait, ancien international de rugby, celui qu'on surnommait le Petit Prince, et vous êtes aussi vice-président de la région, en charge notamment de cette belle Méditerranée qui nous entoure. Également avec nous Bernard Doumer, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président des randonneurs narbonnais. Randonneurs, oui, qui ne portent pas bien leur nom, puisque ces randonneurs-là, cyclotes, font du vélo, uniquement du vélo. Bon. Et ils fêteront en 2024 leur centenaire. Et ouais, ce qui est quand même rare aujourd'hui pour les assos de fêter ces 100 ans. Et puis comme tous les jeudis, Giulio Torigna. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous ferez un comparatif sur la pratique du vélo ici et de l'autre côté des Pyrénées, les Pyrénées qu'on n'aperçoit pas aujourd'hui. Didier Codorniou, tout d'abord, une étape comme celle d'aujourd'hui, quelle vitrine pour Gruissant. C'est effectivement une belle vitrine, c'est en termes d'attractivité, en termes de communication. C'est un moment important pour Gruissant, mais pas uniquement que pour Gruissant, pour le département de l'Aude, un peu l'Hérault. Également, alors on laisse un peu à l'Hérault quand même. Mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Également la ville de Narbonne avec le départ, mais c'est vrai qu'en termes de paysage, en termes d'ambiance, en termes de chaleur, un peu de vent, les conditions étaient réunies pour que ce premier tour d'Occitanie soit une belle réussite. Moi je suis heureux à plusieurs titres, en tant que maire bien sûr, mais aussi en tant que sportif. Je fais du vélo de route, je fais du VTT avec mon directeur général des services, donc, où on a suivi la route cet après-midi avec Didier Rousse. Donc c'était une chance incroyable d'être avec un ancien professionnel qui nous explique les stratégies, qui nous explique ce qui se passe avec les équipes. Alors on sait un peu, mais on ne sait pas. Là on est rentré au cœur du dispositif de cette belle course. Et puis on sait que le Tour ne va pas beaucoup passer dans notre région cet été, donc autant en profiter d'ores et déjà. Bernard Doumer, un lieu paradisiaque ici pour rouler. On a la chance d'avoir des lieux magiques comme les Corbières, le Minervois, la Clappe aussi, qui est un peu plus prise par les véhicules. Donc on même fait si un peu aujourd'hui, attention. on a grimpé à la Clappe aujourd'hui. On l'a grimpé, oui, ouais. Mais les professionnels avaient la route ouverte ou quasiment ouverte. Voilà. Nous, ce n'est pas le cas en tant que cyclo du dimanche ou de loisirs. Mais on a cette chance-là. Alors évidemment, vous le constatez aujourd'hui, on a le vent aussi. C'est aussi un handicap, mais bon. Nous, enfants de la terre d'ici, on est habitués à ces parcours-là. Et donc, on pratique le vélo aussi, même quand il fait du vent. Il y a eu deux coureurs qui ont chuté lourdement aujourd'hui avec le vent. On les salue évidemment. Alors, on va se rendre compte justement tout de suite du parcours de roues qui est proposé le long de la mer et tout autour de la ville de Gruissant. C'est le dossier du 18-30. Il est signé Manu Watt et Eric Korevitz. Tous les matins, Sandrine Garcia emprunte la passerelle des Moudous pour se rendre à son travail. Un parcours de 2 km à l'écart de la circulation automobile. Elle est accompagnée d'une collègue également adepte de la bicyclette. Adriana vient de Narbonne, un trajet de 30 km aller-retour. Toutes deux sont devenues des inconditionnelles du vélo taf, le fait de se rendre au boulot à vélo. Ça a été une révélation il y a à peu près 2 ans en arrière. Que mon collègue y allait tous les matins et c'est vrai que j'ai fait l'effort de prendre mon vélo, maintenant que j'ai un vélo électrique, de pouvoir faire l'effort d'aller en vélo jusqu'à mon travail. Le parking à vélo du service technique de la ville n'a jamais été aussi garni. Le site emploie une 60aine de personnes. La municipalité applique le forfait mobilité durable, une prime financière pour inciter les agents à laisser la voiture au garage. Le réseau compte actuellement 19 km de pistes cyclables. Nous retrouvons l'élu en charge de la mobilité sur l'un des axes entièrement remaniés pour faire la part belle aux cyclistes. Avant qu'on fasse tous ces travaux, on avait un flux mélangé avec tous les risques que ça peut amener au niveau de
de tous ces acteurs qui empruntent le boulevard. On ne veut plus donner la priorité aux véhicules, aux voitures hein, et redonner l'espace, le redonner aux piétons et aux vélos. Et on veut sortir ces voitures du centre de l'agglomération. Parmi les nouveautés, cette borne de réparation installée il y a 2 mois. C'est vachement bien avec les outils pour dépanner les pompes, c'est très très bien. Ouais. La remarque que m'ont fait certains voyageurs, c'est effectivement qu'il manque parfois comme des abribus, où les voyageurs pourraient au moment du dépannage s'abriter aussi selon les conditions qu'ils rencontrent. Il manque de signalétique pour orienter les gens, parce qu'on peut se rendre jusqu'à Narbonne. C'est vrai que par contre c'est pas très bien signalé, mais c'est très agréable. Adriana Garcia connaît bien l'itinéraire, celui de son vélo taf. Les aménagements sont aussi parcourus par les touristes de passage. L'idée, c'est que tous les habitants de la ville puissent profiter, les jeunes, les nouvelles générations aussi. Évidemment que ça va aider au tourisme, mais l'objectif, c'est que ce soit toute l'année, en fait, utilisable toute l'année. Finalement, les seuls à snober les pistes cyclables de Gruissant, ce sont les coureurs de la route d'Occitanie. La Méditerranée et le vélo, Didier Codornou, c'est indissociable hein, pour les touristes comme pour les locaux finalement. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a beaucoup de chance, comme vous le voyez, avec le Grand Bleu, avec le ciel bleu et également avec cette mobilité douce qu'on essaye de mettre en place. En fait, notre objectif, il est pas très compliqué. C'est d'essayer d'avoir une station donc sans voiture et se déplacer avec des vélos, des pistes cyclables sécurisées et qu'en même temps, on puisse rentrer donc dans les magnifiques périmètres que nous avons avec des massifs comme la Clappe, donc autour des étangs. Et nous avons pour cela un certain nombre de pistes labellisées. Nous avons pratiquement entre 80 et 100 km de pistes labellisées et nous voulons accélérer, si je puis dire, donc dans le cadre de la transition énergétique, mais également donc pour qu'en même temps on soit dans une station où l'empreinte carbone soit neutre. Et sur la Méditerranée, donc c'est lié parce qu'en même temps, donc derrière la Méditerranée, on est sur aussi des déplacements doux avec du paddle, avec des choses qui glissent et qui permettent donc de passer des vacances épanouies où la vie est belle à Gruissant. Du vélo de route, du VTT aussi, qu'est-ce qu'on pratique ici Bernard? Diverses activités cyclistes, du VTT, oui, du vélo de route, mais aussi du VTC, donc, qui est un compromis entre le vélo de route et le VTT, et qui peut être pratiqué par la plupart de tous les cyclistes, qu'ils soient amateurs ou confirmés, tout simplement pour la détente. On a d'ailleurs une section chez nous qui fonctionne très bien et qui attire de plus en plus d'adeptes. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire hier on parlait des circuits de compétition amateurs qui peinaient un peu à renouveler l'effectif. Vous, ça baisse pas? Nous, on n'a pas eu d'impact Covid, à l'inverse de beaucoup d'associations. Les gens avaient envie de sortir, de faire des activités cyclistes. Et on n'a pas eu de baisse d'effectifs. Au contraire, d'année en année, on progresse légèrement, mais on progresse. Donc les gens viennent faire du vélo chez nous sous tout un tas de facettes. Oui, non, je réagis par rapport aux cyclistes amateurs et notamment le sport amateur. Je suis très très attaché donc au monde de l'amateurisme puisqu'en même temps il est important d'avoir une réponse adaptée. Nous avons organisé dimanche dernier le premier critérium amateur de Gruissant. Et là où c'est compliqué, moi je comprends donc en termes d'organisation, de sécurité, de mettre donc des routes, donc de les bloquer pendant donc quelques heures. Mais en même temps c'est aussi une vraie volonté politique. Je suis ravi avec Bernard, avec Michel Blaya, qui est donc la figure emblématique. On le salue à Michel. Et voilà, je suis heureux donc d'avoir récupéré aussi ce dispositif qui existait à Narbonne pour des tas de raisons. Et donc Gruissant donc, a voulu donc, témoigner l'attachement au monde amateur. Alors, Carlos Rodriguez, Herrada, Valverde, 3 Espagnols dans les 4 premiers de l'édition précédente de l'année dernière de la route d'Occitanie. Ça reflète bien, Jules, l'engouement pour ce sport de l'autre côté des Pyrénées, y compris et surtout en Catalogne. Oui, même si le cyclisme professionnel espagnol a du mal à trouver le relais à la génération dorée représentée par Valverde. À partir des années 2000, plusieurs coureurs espagnols et catalans ont régné sur les pelotons. Mais depuis quelques années, ils sont moins présents dans l'élite internationale. Par contre, l'usage du vélo a gagné du terrain dans la population pour les loisirs et en tant que moyen de transport, 75% des Catalans possèdent une bicyclette et 45%
35% l'utilisent au quotidien. C'est plus qu'en France. À Barcelone, la pratique du vélo a bondi dernièrement. En 2022, le service de location municipal Bissing a même battu son record en dépassant les 130 000 abonnés. Et alors, est-ce qu'il y a en Catalogne l'équivalent de la route d'Occitanie ? Oui, l'équivalent pourrait être la Volta à Catalunya, qui est la principale course cycliste catalane. Elle est plus ancienne et plus importante dans le calendrier cycliste international que la route d'Occitanie. La première édition de la Volta a eu lieu en 1911, soit 24 ans avant la Vuelta espagnole. Ça fait du Tour catalan la 4e course cycliste par étape du monde, après le Tour de France, le Tour de Belgique et le Giro italien. Le Tour de la Catalogne est couru sur 7 jours et est réputé pour ses étapes de montagne. Le parcours étant difficile, c'est un indicateur clé de la forme des coureurs, une sorte de test avant le Tour de France. Merci Jules. Vous en croisez beaucoup, Bernard, des cyclistes espagnols ici ? Alors non, on n'en a pas beaucoup, hein, et nous-mêmes, bon, on n'y va pas non plus en Espagne. Bon. Mais bon, on raconte pas beaucoup. Mais bon, on n'a pas à être jaloux de leur engouement. Dans notre club, juste pour information comme ça, on a quelques nationalités différentes. Ah oui. On a des Anglais, on a un Suédois, on a des Canadiens. Donc on est de quoi aussi faire un beau peloton. International. Voilà, on a un petit peloton international, amateur et tout à fait de loisir. Hein, il aurait pu me citer. Oui, Parce que Codorniu, donc moi j'ai lu 100 catalans. Et la Vuelta, je rappelle que la Vuelta est venue à Gruissan. Alors, vous me tendez la perche, Didier. Le Tour cycliste d'Espagne qui avait fait étape en 2017, c'était la victoire du Belge Yves Lampaert. Après plus de 200 km entre Nîmes et ici, quel souvenir vous en gardez ? Une grande expérience, c'était aussi pour nous une première. Alors Gruissan a une culture donc vélo et notamment amateur et professionnel. Et nous avions voulu donc recevoir la Vuelta pour demain peut-être recevoir le Tour de France. Et notre objectif, c'est, je reviens donc, avoir cette culture du vélo ici à Gruissan. Donc j'ai le souvenir, effectivement, j'avais suivi l'étape donc de Nîmes. Donc j'étais d'ailleurs avec l'adjointe en charge du sport, Madame Domenech, que j'appelle la ministre du sport à Gruissan. Oui. Et puis, c'était fantastique. Ça allait très très vite. Et donc, avec aussi quelques coureurs qui ont fait des chutes. Mais voilà, donc c'était un grand moment. Et j'espère qu'un jour, on aura d'autres grands moments à Gruissan. Vous vous en souvenez de cette étape ? Ah oui, on faisait partie aussi de l'assistance à la sécurité, mais sur Narbonne, effectivement. Et ils sont passés très très vite. Je crois même qu'il y avait du vent du Cers ce jour-là. Et ils avaient descendu la clappe à la côte de Capitoul, je crois qu'ils étaient à 80 à l'heure, pour situer la vitesse à laquelle ils roulent. Ça a bien roulé aussi aujourd'hui, hein, ça roulait vite quand même malgré le vent. Ouais, je sais pas, je connais pas la moyenne, si on est sur du 38 ou 39 à l'heure. Enfin, nous on a eu des moments où ça allait très très vite, donc entre 70 et 80 sur des belles descentes, avec du cheminement très très difficile et très technique. Merci à vous deux d'avoir été avec nous, de nous avoir accueillis ici, Didier. L'étape de demain, elle nous conduira de Cazoul-les-Béziers dans l'Hérault à Groyer dans le Tarn, 182 km avec 2 cols, notamment celui de Fontfroide et celui du Montalet. Demain, un 18h30 à ne pas rater puisqu'il sera en direct de Groyer. Il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Certains d'entre vous ont rendez-vous avec leurs éditions locales. Les autres restent avec nous pour la suite de ce 18h30. Allez, comme chaque soir, on vous retrouve Laurent Jalabert et Benoît Durand pour faire le point sur l'étape du jour et ses enseignements. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on revient sur la victoire, évidemment, aujourd'hui de ce coureur néerlandais. Qu'est-ce qu'on retient de cette étape ? Une arrivée au sprint, d'abord ? Oui, sprint. Bon, ben ça, voilà, l'image du jour, c'est le sprint final, mais c'est une étape nerveuse. Hein. A priori, quand on regarde le tracé au départ, bon voilà, c'est une étape sans difficulté, ça doit bien se passer pour tout le monde, mais il y a ce vent, la tramontane qui souffle fort et qui rend la course très nerveuse, avec des bordures, avec des chutes. Et les coureurs ce soir, je pense, sont fatigués, certains sont meurtris même. Mais voilà, ceux qui ont réussi à rallier l'arrivée dans le bon groupe sont certainement soulagés. Simon Kerr s'est fait peur aussi, hein, le local de l'étape, il s'est fait distancer à un moment donné. Oui, mais c'était un tour de l'arrivée, donc voilà, il a eu
une petite alerte, mais heureusement pour lui, ça s'est bien terminé. Aujourd'hui, qui sont les hommes qui ont été en vue d'après vous? Alors il y en a un qui n'a pas forcément été en vue à l'avant de la course, mais qui a très bien réussi sa journée, c'est Michael Woods, qui est le tenant du titre, on le Oui, rappelle. il vise le doublé. Et il a été bien au chaud, et quand on ne le voit pas, c'est plutôt une bonne chose. Et il arrive tranquillement, même dans le top 10 à l'arrivée. C'est un garçon qui vise le doublé, et on sait que le doublé, coup sur coup, c'est pas simple. Il n'y en a qu'un qui l'a fait, c'est Alejandro Valverde. Donc c'est vous dire si le défi est immense pour Michael Woods, qui pouvait perdre ses chances aujourd'hui. Il n'a pas gagné encore la route d'Occitanie, mais en tout cas, il ne l'a pas perdu aujourd'hui. Des Français à surveiller ou pas, Laurent? Benoît Cosnefroy, Ouais. il a montré qu'il avait de l'ambition. Il a fait le sprint au premier passage sur la ligne, il a pris la bonification. On l'a vu travailler beaucoup pour son collègue aussi dans le final pour l'arrivée. Ouais, je pense qu'il est en forme. Cosnefroy, c'est pas le seul, mais il a montré en tout cas aujourd'hui qu'il faudrait compter sur lui cette semaine. Oui, c'est ça. Et puis certains qui veulent se faire remarquer aussi en vue du Tour, notamment. Oui, il y a le Tour de France, et puis en intermédiaire, entre guillemets, Oui, il y a aussi les championnats de France bien dans sûr. un peu plus d'une semaine maintenant. Et puis il y a encore des places à gagner. Certains ne sont pas sûrs pour l'instant de faire le Tour de France. Donc c'est vrai une course comme ça de 4 jours, c'est vraiment un test grandeur nature parfait, notamment pour les directeurs sportifs pour prendre leurs décisions et donner les derniers strapontins, on va dire, pour le Tour de France. Un moment qu'on retient de cette étape, on a parlé tout à l'heure de la montée sur la Clappe, ou le vent qui a menacé, qui en a laissé certains, déjà vous le disiez, meurtris, hein, Laurent? Oui, le temps fort, c'est le finish, la dernière boucle, et puis le coup de bordure initié par l'équipe du vainqueur de l'étape, justement, à 7 km de l'arrivée, à la sortie de Narbonne-Plage. Lorsqu'on prend après la descente le vent de travers, c'est un moment fort, parce que c'est là finalement que la course se joue. Des sprinteurs comme Nasser Bouhanni ont été distancés à ce moment, et n'ont pas pu disputer leur chance sur la ligne ensuite. Donc ouais, je pense que ça a été un peu le tourlant de la course, quoi, en bas de la descente. On parlait d'IF Education à l'instant. Il y a d'autres équipes, Benoît, qu'on a vues aujourd'hui ou qu'on a senti un peu solides? Il y a eu un gros travail devant de leur part. Il y a eu aussi le travail de la Groupama FDJ. Puis il y a eu celui d'Ineos Grenadier qui était vraiment en parfaite position pour gagner jusqu'à 350 mètres de la ligne. Et puis il y a eu cette attitude étrange d'Elia Viviani qui a complètement lâché la roue finalement de Filippo Ganna, qui était quand même la roue la meilleure sur le circuit ici pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Il la lâche et à la fin c'est ce qui lui manque pour gagner. C'est assez étrange. Oui, vous le disiez d'ailleurs en direct, hein, Ouais, Laurent, il a et perdu les curieusement. pédales. Viviani, il n'est pas en confiance. C'est un sprinter. Il a gagné de belles courses, des étapes sur le Tour, sur le Giro. C'est un grand sprinter. Mais il n'a rien gagné cette année. Il se cherche. Et dans le dernier kilomètre, je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur de l'enjeu, il a eu peur de se louper et il n'a pas osé suivre la roue de Filippo Ganna. Il est resté en retrait. Ensuite, il fait un peu n'importe quoi parce qu'il est même obligé de faire une faute pour se remettre dans le match. C'est dommage parce que c'était le plus rapide, je pense. Ouais, c'est peut-être ce qui lui a manqué pour surpasser Vandenberg demain. On l'a dit, on arrive sur vos terres, Laurent. Hein, c'est Cazoul-les-Béziers, Groyer. Mais alors avant cela, il y a deux difficultés avec le col de Fontfroide et celui du Montalet. Le Montalet dont il faut se méfier éventuellement. Il faut se méfier de tout. Non, mais c'est les monts de la Cône. C'est pas de la haute montagne, mais c'est quand même difficile. On passera dans le Sidobre, c'est très beau. Enfin voilà, c'est un terrain exigeant et ça peut être favorable pour une échappée. Il y a des coureurs qui ont perdu du temps. Donc voilà, pour le classement général, c'est pas une étape décisive. Mais cette étape, elle peut faire mal à nouveau demain, oui. On peut s'attendre à des explications, Benoît Durand, demain. En tout cas, elle pourrait peut-être même ressembler à ce qu'on a vécu aujourd'hui, parce qu'on va arriver sur la fin avec un circuit qu'on reproduira 2 fois. Donc on peut retrouver quasiment le même schéma de course qu'aujourd'hui, sachant que les difficultés sont quand même loin de l'arrivée. Donc on pourrait aussi imaginer, si on a envie de donner une deuxième chance à Elia Viviani, eh bien, un gros travail de l'Ineos pour arriver au sprint encore demain. Et puis pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir, il y a encore 2 grosses belles étapes derrière, hein, parce que la victoire se jouera vraiment là, probablement dimanche. C'est le week-end, oui. Samedi, parce que c'est une grosse étape de montagne, 189 km avec une arrivée au sommet, un col de 13 km. Nistos Cap Nestes, c'est pas connu, mais ça va le devenir, parce que ça passe à la télé. Ça va le devenir, oui. Ça va le devenir. Et c'est 13 km à 7%, mais avant, il y a le col du Menté, celui-là, il est connu. Donc c'est une étape difficile. Et puis dimanche, 2 cols dans les Pyrénées ariégeoises, là, avec le col de la Cor, le col de la Trappe. C'est pas une étape de plat dimanche, donc voilà, jusqu'à dimanche soir, rien n'est fait. Il va s'en passer, on va vous suivre et on vous retrouve évidemment demain dès 14h en direct sur France 3 Occitanie. Merci Jules. Merci à vous. Vous on retrouve jeudi prochain évidemment. Bien sûr, Eh tous oui, les jeudis. Dans le 18h30, tous les jeudis pour parler de la Catalogne. Merci de nous avoir suivis. Merci à la ville de Gruissant de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis n'oubliez pas, donc rendez-vous demain à 14h avec Benoît et Laurent en direct sur France 3 Occitanie pour cette route d'Occitanie. Bonne soirée sur France 3.